Bonjour les no-watchers et les no-watcheuses. Corben a fini de se moucher, d'envoyer des SMS, tout ça. Non, c'est bon, je suis prêt, je suis épuisé, c'est crevant le web. C'est fatigant, hein. Et un autre qui est hyper fatigué, c'est Jeff. Je suis pas fatigué, moi. Non, c'est vrai. T'es parti pour encore 2 jours de folie. Moi, ça fait 8 ans que je fais les blogs 2 et le web. Et c'est la forme. Beaucoup à chaque de fois, gens, c'est la 3500 cette année. On avait commencé à 200 donc, en 2005. Ouais. Et puis maintenant, on est 17 fois plus. C'est pas mal. C'est pas mal dans une infrastructure qui est monstrueuse. C'était 2005. Ouais, moi hier je disais en fait quand on a fait le résumé du premier jour, je disais que ça faisait une dizaine d'années, mais en fait c'est beaucoup moins. Ça fait à peine 6 ans. Si tu veux, ce qui s'est passé, c'est la première conférence du blogging, c'était Blogon en 2004. Ça a inspiré Loïc et qui a fait le premier Les Blogs qui était au Sénat à Paris. Et on avait oublié qu'il fallait passer au travers des détecteurs et donc ça a mis 45 minutes à faire rentrer les 200 blogueurs. Et après, on a doublé, redoublé et doublé encore et c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Ouais, parce que moi j'étais là il y a 2 ans. L'année dernière, j'avais pas pu venir. Et il y a 2 ans, c'était pas 2000, ici. C'était 2000 voilà. et Et c'était 2500, un truc comme ça. quelque chose comme ça, un petit peu moins même. Et c'était beaucoup moins impressionnant. Enfin, c'était déjà grand, mais moins qu'ici. Ici, c'est carrément. Enfin, il y a 3 salles. C'est assez énorme en effet. C'est-à-dire quand tu rentres sur la salle, dans la salle, que tu montes sur la scène et que tu dis oh la vache, mais il y a plein de monde. Tiens, rapproche un peu là. C'est assez impressionnant. Alors justement, tiens, venons-en à ce qui s'est passé aujourd'hui. 2 choses dont j'aimerais que tu nous parles pendant que tu es là, parce que tu risques de devoir partir assez vite. D'abord, tes impressions générales sur cette édition donc, que tu as commencé à nous donner. Et ensuite, le panel que tu as fait ce matin et tes impressions sur le panel et ce qui y a été dit aussi, qui était le Money Panel sur les investisseurs en général dans le monde du tech. Ouais, alors bon, cette édition, donc les autres années, le web c'est une conférence de 2 jours et donc Loïc avait systématiquement énormément de présentateurs, de panels, etc. Et je lui ai dit, écoute, c'est trop condensé, essaye de voir si on peut faire 3 jours. Donc on fait 3 jours. Et derrière, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous recondense tout ça et il nous met une liste d'à peu près 150 intervenants avec des très très grands noms quand même. Parce qu'on a commencé avec Karl Lagerfeld dont on a parlé hier, ce qui était quand même assez grandiose. Bizarre, mais grandiose. Ouais, c'était un peu étrange, mais marrant. Hein, regardez la vidéo du jour précédent, on vous décrit ça, c'est marrant. Étrange. Et après, bon, Eric Schmidt pour 45 minutes, bon, avec un petit peu de la partie pub pour Android, n'est-ce pas? Mais quand même une intervention intéressante. Et globalement, quand je regarde en fait les intervenants de cette édition, je suis épaté. Bon, je suis un grand copain de Loïc, je vais le reconnaître, mais il m'a quand même épaté. Oui, c'est ce qu'on disait un petit peu aussi. Mais nous, bon, on fait partie, on est en France et donc on regarde ça comme des Français qui généralement sont spectateurs extérieurs de ce type de conférence. Et on a l'impression que on a un petit peu la crème. Une partie de la crème de la Silicon Valley qui est venue en France et que donc on a une conférence qui est comparable, peut-être pas en intensité mais en tout cas en qualité à ce qu'on peut avoir là-bas. Est-ce qu'on est vraiment dans la même cour absolument. Je peux même te dire que mis à part une conférence de Tim O'Reilly qui est la Web 2.0 University, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, qui est une conférence beaucoup plus grosse, qui est vraiment orientée développeurs. En termes de conférence sur 3 jours avec un programme aussi riche, il n'y a même pas l'équivalent aux États-Unis. C'est une des plus grosses conférences tech et business, ou business du tech, qui existe au monde aujourd'hui. D'accord, donc on est chanceux, quoi. Ouais. Oui, je pense, et je sais pas si vous avez, je sais pas ce qui est sorti en fait du discours du président, mais hier soir en fait Sarkozy nous a reçus à l'Elysée. Il recevait qui exactement et dans quel but, peut-être que tu peux nous dire? C'était Loïc et moi, et puis 200 Pékin. Non, c'était l'ensemble des speakers du web qui étaient invités, plus quelques partenaires, etc. Donc à peu près 200-250 personnes. Et le président a en gros parlé pendant à peu près 10 minutes sur ces grands points de l'innovation en France, l'Internet, etc. Et il a rendu hommage à Loïc et Géraldine en disant « Le web est maintenant un des composants majeurs de la valeur de l'économie numérique en France ». Je pense que c'était un très bel hommage et pour les gens qui sont proches d'eux, ça nous a fait très plaisir. C'est vrai qu'on en discutait notamment quand j'étais... Si vous voulez regarder, si vous parlez anglais, l'interview qu'on a fait sur le Web TV, donc avec Tweet, avec Léo Laporte hier, c'est un des trucs qu'on disait, c'est que
moi j'ai vraiment l'impression, en tout cas personnellement, que il y a dans ce monde du tech, évidemment c'est dominé par des anglophones et des américains, et il y a quand même alors 90% anglophones, et il y a quand même une petite composante française qui est, moi dans ce que je vois dans les podcasts en tout cas, qui est identifiée par des gens comme Loïc, comme toi, comme Cédric par exemple. Cédric Fabrice Guinda aussi. Que je ne connais pas, tiens. Bah, tu devrais le connaître, c'est un garçon remarquable, un entrepreneur. Il était en fait l'entrepreneur derrière Auckland. Tu te rappelles d'Auckland dans les années 2000 aujourd'hui, il a fait pas mal de... Rappelle pas d'Auckland ? Non. Non plus. J'étais au Japon au début des années 2000. En tout cas, je le sais. Bon, c'est un bon copain. Et c'est un mec donc, qui a créé 5-6 boîtes. C'est aussi un business angel très actif, surtout au Brésil et en Russie. Et c'est un mec assez extraordinaire. Tu devrais, je me permettrais de vous recommander. C'est un mec qui est vraiment très bien. On va le faire. Auckland, si je me souviens, c'est un genre d'eBay, site de vente aux enchères. Ouais. D'accord. Et d'ailleurs, ils ont été rachetés par eBay. Alors effectivement, on se posait la question où en fait on se disait finalement il y a les Américains et les Français qui sont vraiment il y a des gens dans tous les pays du monde bien sûr, mais je veux dire il y a une vraie marque française et comme le disait Eric Schmidt, il y a une vraie compétitivité en France et une vraie opportunité. Et toi tu vois ça de ton point de vue d'investisseur, je veux dire on peut faire un petit cocorico quand même et une félicitation à Loïc bien sûr, mais en même temps se donner du courage tous ensemble en France parce qu'on peut faire des trucs quoi. Même on les voit plus en tout cas que d'autres pays qui ne sont pas aussi présents. Oui, je pense que aujourd'hui tu regardes les atouts de la France. Moi je me rappelle donc avant de partir aux États-Unis il y a 11 ans, j'étais en France et j'ai eu des équipes d'ingénieurs et je trouve que les ingénieurs français ont toujours été excellents ils ont toujours travaillé vachement dur. Alors que les Américains sont aussi très bons, mais ont tendance à surfer sur Internet, à faire du Twitter, etc. Et donc en termes de productivité, en fait, il est prouvé que les Français sont plus hauts. Le seul problème, c'est cette notion de prise de risque, le fait de se lancer, de dire tiens, on va faire une conférence de blogueurs et puis on va la refaire et puis on va mettre des moyens et puis d'un seul coup on se retrouve avec une plateforme qui est une des plus grosses conférences au monde et ça nécessite d'avoir le courage d'y aller, de prendre le risque et de réussir. C'est cette étape de se dire je risque de me casser la gueule mais j'y vais quand même, l'idée que si je réussis je veux faire ce que j'ai envie de faire et de cette culture d'entrepreneuriat qu'on a peut-être un petit peu moins en France, c'est vrai. Je pense qu'il y a une culture d'entrepreneuriat en France. Je pense que la petite différence, c'est cette notion que l'on a nous aux États-Unis ou dans la vallée, où la prise de risque, en fait, c'est quelque chose que tu fais tous les jours, mais tu sais que le fait de se planter n'aura pas des conséquences super négatives sur ton futur. Mais alors, comment ça marche ça ? Parce que finalement, on s'écarte un petit peu du sujet du web spécifiquement, de ce qui s'est passé ici, mais par contre, c'est le cœur du thème. En France, je suis sûr que la première chose que va répondre quelqu'un à qui tu dis mais toi tu as une idée, effectivement tu risques de te planter mais il faut y aller, il va te dire bah oui mais moi j'ai une femme, j'ai des enfants, qu'est-ce qui se passe si je me plante, si je quitte mon boulot maintenant où je suis tranquille dans une SS2I, c'est un peu chiant mais je paye mes chèques à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe si je me plante, c'est la merde quoi, je peux pas. Oui, et c'est pour ça que malheureusement tu as beaucoup d'aspirants entrepreneurs. Alors que entre parenthèses, en France on est beaucoup plus protégé socialement qu'aux États-Unis où si tu te plantes, là t'es sur la paille quoi. Oui, tout à fait. Donc que leur répondre ? Si tu veux, le truc c'est, si tu es un entrepreneur qui a une passion où tu te dis il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, à un moment ou à un autre il faudra que tu le fasses, sinon tu considéreras que t'as pas réalisé ton potentiel. Et donc ça veut dire que tu vas prendre le risque, soit tu vas faire des économies et puis au bout d'un moment tu vas quitter ton job, tu vas te dire avec ta chère étante on va investir pendant 1 an ou pendant 1 an et demi nos économies sur ce projet, on va le faire ensemble et puis si ça marche tant mieux, si ça marche pas, je repartirai pour trouver un job. Je retourne trouver un job normal. C'est la discussion que j'ai eue avec Bernadette, mon épouse, quand je lui ai dit alors voilà, je vais arrêter d'être un VC, donc on va arrêter de travailler dans le fond, donc on va arrêter le salaire, on va travailler avec des startups qui n'ont pas d'argent, donc elles ne vont pas payer, et puis en plus, comme elles ont besoin d'argent, on va leur donner de l'argent. Et je peux te dire, c'était une conversation qui était... Alors attends. Oui, c'est sûr. Ouais. Je le répète, plus d'argent là, qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait, j'ai eu cette chance d'avoir son soutien pour faire ça pendant 1 an, 2 ans. Et puis ça a bien marché. Et puis aujourd'hui, Softech est un des leaders sur le marché de l'investissement de jeunes pousses, comme on dit, aux États-Unis.
parce que initialement j'ai fait j'ai pris ce risque avec mon propre capital. Et puis aujourd'hui, là on est en train de boucler un fonds de 50 millions. Ouais, j'ai écrit un édito ce matin sur tout ça, ces histoires de passion. Je trouve que c'est important que les gens se lancent et vraiment vivent de leur passion en fait. Ça peut être. Complètement. Et moi je l'ai fait là cette année, j'ai créé ma boîte en fait cette année. Et genre, c'est aussi une question d'opportunité. C'est-à-dire que c'est vrai que quitter un taf c'est pas évident. On est un peu coincé, etc. Faut payer comme tu dis les chèques et tout. Là j'en ai profité de démissionner, donc c'était l'opportunité. Et il y a quand même des trucs en France, genre les aides à la création d'entreprise, ce genre de choses qui permettent quand même d'assurer les arrières pendant plusieurs mois et de se lancer quoi. Il y a pas de choses. J'ai eu un déjeuner avec Eric Besson, donc le ministre de l'Industrie, de l'économie numérique ou l'un des deux, ouais. L'économie numérique, je crois. Le Grand Bleu, le 5e élément, Nikita, tout ça c'est Eric Besson quoi. Voilà. Et donc... j'ai oublié de mon autographe. Et donc effectivement, dans le cadre du déjeuner avec plein d'entrepreneurs, il essayait de démontrer que la France avait mis en place un certain nombre de réformes qui permettaient en fait, de simplifier les procédures pour devenir un entrepreneur ici, lancer sa boîte, et puis aussi il y avait toutes les aides, le soutien qu'avait offert donc, le gouvernement et les différentes agences, et c'est franchement très bien, c'est franchement très positif. Parce qu'un des soucis qu'il y avait il y a quelques années, ou même jusque très récemment, c'était que c'est une galère au niveau administratif quoi. Donc c'est vrai que si tu as des contraintes personnelles et que tu peux pas te permettre de pas avoir de salaire pendant quelques mois, c'est clair que l'entrepreneuriat c'est pas pour toi, parce que typiquement quand les gens viennent chez nous pour du funding, ils ont fait un bootstrapping, donc ils ont fait le financement de leur entreprise eux-mêmes pendant 6 mois, 12 mois, 18 mois. Et c'est sur leur propre fond quoi. Donc c'est pas donné à tout le monde, c'est vrai. C'est un petit peu, je me souviens au moment de la mort de Steve Jobs, j'avais écrit un article sur mon blog dont j'ai parlé dans toutes les émissions, et justement sur le fait de suivre ses passions et d'essayer de faire ce qui nous paraît important, comme tu disais, parce que sinon ça va toujours vous bouffer de l'intérieur à un moment. Et j'en avais parlé donc dans le rendez-vous tech, il y a plein de gens qui m'ont dit oui mais tu te rends pas compte, tout le monde peut pas. Et c'est vrai que forcément il y a des gens qui peuvent pas, mais surtout quand les gens sont jeunes, quand vous n'avez pas une famille à charge, quand vous n'avez pas 2 enfants à mettre à l'école, etc. C'est le moment de se lancer, et en France on a un terreau qui est de plus en plus positif, et donc il n'y a pas de raison de ne pas en profiter quoi. Oui, et pour être très honnête, c'est à ce moment-là où on peut se permettre de prendre des risques, c'est à ce moment-là où on peut faire des choses, c'est ce moment-là où si votre rêve c'est de partir à Berlin, dans Silicon Valley, etc., que vous avez l'opportunité de le faire, faites-le. Moi c'est le seul regret que j'ai, c'est que je suis parti aux États-Unis à 33 ans et pas à 23 ans. Ouais. Mais bon. Corben.us bientôt. Non, point Auvergne. Ma Silicon Valley à moi, c'est l'Auvergne. Mais non, c'est ce que j'ai fait. Enfin, vivre de sa passion, c'est quand même extraordinaire. Mais c'est vrai que c'est difficile. Faut ramer. Quand si c'était facile, tout le monde le ferait. On peut se lancer comme ça, direct, sans réfléchir entre guillemets. Ça peut marcher, mais c'est risqué quand même quand t'as une famille ou même faut payer l'appart, etc. C'est pas évident. Mais en prenant des précautions et en taffant le soir dur et en faisant ce qu'il faut pour d'un côté savoir lâcher son boulot sans se retrouver dans la merde, et c'est pas mal. Et si vous êtes en région parisienne et que vous payez des loyers de fou, partir en province c'est aussi une bonne idée, parce que maintenant avec internet on peut bosser n'importe où. Et nous finalement No Watch, ce qu'on est en train de faire, on le fait complètement virtuellement. On est tout le temps sur Skype, par email, on a une vraie infrastructure de boulot. Qui a pas besoin. Il y a des gens à Bordeaux, il y a des gens à Paris, il y a des gens. Et ça, mine de rien, moi je le vois, j'aurais pas pu le faire si j'avais pas déménagé, parce que pour payer le loyer, etc. en région parisienne, c'était la folie. Donc c'est vrai que c'est un truc, si vous avez une idée de start-up, une boîte, etc. Quitter Paris, c'est pas une mauvaise idée, à moins que vous ayez vraiment besoin de clients, de ce genre de choses, etc. Mais bon voilà. Non, c'est un super point en fait que dit Corben, parce que aujourd'hui, moi je me rappelle quand je suis devenu VC, ça coûte à peu près 5 millions de dollars pour lancer la boîte. Quand je suis devenu Business Angel 4 ans plus tard, ça coûtait à peu près 500 000 $. Maintenant, tu as des gens qui développent un produit sans aucun financement. La technologie permettait de faire les choses plus... Voilà. Parce que oui, tu avais l'open source, parce que tu as commencé à voir le cloud, etc. Mais aujourd'hui, tu peux vraiment développer une boîte et un produit avec quasiment rien. J'ai des gens qui viennent me voir en disant ça m'a coûté entre 5 et 10 000 $ ou 5 et 10 000 €. Évidemment, tu n'as pas des tonnes de clients, tu n'as pas des tonnes de validation, mais la base, le corps est fait. Et donc, il y a beaucoup de gens qui commencent à être entrepreneurs, genre le week-end ou le soir, et ils continuent la journée à faire le job qui leur permettre de payer les factures.
Alors on parlait de tweet tout à l'heure, je crois que tu as l'interview qui commence dans pas longtemps. Ouais, dans 10 minutes. Donc on va se... Je peux être casual late aussi. Hein. Ah oui, bah on est en France. Hein. C'est fashionably late. Tu as justement participé à un panel ce matin de VC et d'investisseurs. The Money Panel. Qui fait un petit peu chaque année l'état des lieux de l'investissement dans le domaine de la technologie. Qu'est-ce que vous avez raconté et où on en est en ce moment? Donc ce matin on était 4 sur ce panel, donc on était 2 à représenter, je dirais, l'écosystème plus Jeune Pousse, donc moi et mon copain Dave Mockler, et puis on avait deux VC européens, donc un d'Axel et un de Wellington, un français, Eric Archambault, et en gros ce dont on parlait c'est qu'est-ce qui se passe en ce moment en termes de grands mouvements au niveau des plaques tectoniques. Et il y a plaques tectoniques, il y en a plusieurs. Un, c'est au niveau jeune pousse, aux États-Unis, c'est un peu la folie. On a l'impression vraiment que on est dans un univers parallèle. Il n'y a pas de crise, ça n'existe pas. Tout le monde, il n'y a personne qui a de dette, etc. Et donc il y a énormément de financements qui se font. C'est une illusion d'optique ou c'est vraiment la situation là-bas? C'est vraiment la situation, je te jure. J'ai jamais. Enfin, ça fait 11 ans que je suis investisseur, ça fait 7 ans que je travaille donc, dans cet écosystème du web. On a triplé quasiment le nombre de dossiers qui nous arrivent par mois, à peu près. Par contre, nous, on ne fait que 20 investissements par an et donc on n'a pas changé notre rythme d'investissement. Ouais. On a juste changé le filtre. Donc beaucoup d'activités au niveau jeune pousse. Après, il y a pas mal d'activités qui se fait sur les boîtes qui démarrent bien, donc sur ce qu'on appelle le Series A, Series B, donc l'investissement VC assez traditionnel. Bon, par définition, les États-Unis c'est plus actif que l'Europe, mais bon, il y a quand même de belles choses qui se font en Europe. Et après, le souci, la troisième plaque, c'est les sorties. Donc, comment est-ce que les boîtes peuvent retourner de l'argent à leurs investisseurs? Et là, le problème, c'est que le marché des mises sur les marchés publics en Europe et aux États-Unis, c'est pas facile. Et donc, à un moment ou à un autre, quand les sociétés veulent entrer en bourse. Veulent entrer en bourse, c'est ça, oui. Quand ils vont faire leur IPO. Et là, par contre, c'est pas facile du tout pour les boîtes américaines. On a vu donc Groupon se prendre une dévissée là après une belle entrée. Donc c'est alors il y a la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des sorties. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas assez. Et ce que j'ai entendu de mes collègues européens, c'est qu'en fait, eux, ils seraient bien contents d'avoir au minimum quelques sorties parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. Et c'est ça, en fait, le souci aujourd'hui, c'est qu'on ne voit pas comment est-ce que cette espèce de grippage du marché de la sortie va se défaire. Et à un moment ou à un autre... Finalement, le marché de la sortie, en fait, c'est la rencontre entre votre univers parallèle où tout va bien et, voilà, et la réalité où c'est la crise. Où c'est plus parallèle du tout. D'accord. Ok. Et donc, c'est là où, à un moment ou à un autre, on sait très bien que ça va craquer, quoi. Mais, ça va craquer comment, en fait? Il ne va plus y avoir d'argent à investir parce qu'on n'aura pas... Non, c'est qu'en fait, les gens vont devoir passer... Enfin, il y a des problèmes systémiques si tu as des boîtes qui sont dans ton portefeuille pour trop longtemps, genre juste 3 secondes, un fonds de capital risque c'est créé pour 10 ans. Si jamais tu as une boîte qui a 12 ans, elle tient plus dans le fond, il faut faire plein des choses au niveau légal, etc. pour le gérer. C'est technique, on s'en fout. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui à un moment ou à un autre, si ça se prolonge, va être un problème. D'accord. Bon, mais c'est pas la fin du monde. Et aujourd'hui, on n'y pense pas. Et pour être très honnête, moi, quand j'investis dans une boîte, de toute façon, la boîte, elle ne va pas sortir pour 5, 6, 8 ans. Et donc, je m'en soucierai dans 6-8 ans. C'est marrant parce qu'on a parfois l'impression que l'univers de la tech et de la Silicon Valley et des angel investors, c'est un petit peu la loterie, quoi. On se dit, ils arrivent, ils mettent 100 000, 200 000, 1 million, et ils ressortent au bout de 1 an ou 2 ans, ils font une sortie à 10 fois. Et en fait, c'est pas du tout ça, quoi. Généralement, vous êtes partenaire des gens chez qui vous investissez. Sur 5-6 ans, c'est votre durée normale. Tu vas avoir des gens qui font ça, c'est-à-dire ils vont mettre les premiers tickets, ils vont sortir dès qu'il y a d'autres investisseurs qui rentrent. Après le Series A, par exemple. Nous, c'est pas du tout notre philosophie. À Softech, on est en fait des VC, on est des capital risqueurs. Donc, simplement, on investit très très tôt. Et pour nous, pour faire de l'argent, en fait, il faut que la boîte se vende. Cela dit, je dirais qu'on parle toujours des choses qui fonctionnent, on parle toujours des sorties à 10x en un an. Et je veux dire, mon premier investissement en 2005, c'est une boîte qui s'appelait Truvio qui a été rachetée par AOL pour 17 fois la mise en 10 mois et 3 semaines. Donc tu vois, ça arrive.
ok. Mais ça, c'est avoir le cul bordé de nouilles, c'est chanceux. Et c'est pas là-dessus que tu vas compter. C'est pas la norme. Ouais, d'accord. En fait, j'aurais voulu qu'on continue sur. On va parler avec Corben qui a vu les startups après des startups, justement, de ce que tu as vu ici. Mais juste en 2 secondes, il y a eu 2 ou 3, peut-être que tu les as pas vues par contre, 2 ou 3 présentations dans la salle de conférence plénière qui étaient assez intéressantes, qui avaient un lien avec le tech un petit peu, mais qui étaient presque des présentations à la TED, en fait, qui étaient des présentations où c'était des gens qui venaient montrer des trucs intéressants. Il y avait un magicien, par exemple, Marco Tempest, j'ai pas vu, qui est venu montrer ce qu'il faisait sur le web avec ses tours de magie au téléphone portable. Et il y a aussi Joseph Tame, qui est ce marathonien qui a fait, vous avez certainement vu. Lui, je l'ai vu, il a débarqué dans la salle des speakers et je rentrais, je faisais pas attention, je me suis retrouvé face à son truc, je disais, qu'est-ce que c'est que ça? Alors allez voir sur internet Joseph Tame, vous trouverez un truc un petit peu étrange. C'est le marathonien de Tokyo qui fait des marathons en forme de différentes choses. Il a fait la pomme d'Apple, il a fait aussi Twitter, Google+, enfin plein de trucs comme ça. Il a fait une présentation assez émouvante sur ce qu'il avait fait au Japon après le tremblement de terre. Alors, est-ce que le web est voué à se diversifier un tout petit peu dans ce sens-là? Je pense que c'est super. Et c'est pour ça que je pense que c'était super, même si c'était bizarre, d'avoir Karl Lagerfeld qui venait parler donc, dans ce contexte-là, parce qu'il utilise la technologie, il nous l'a montré, il nous a fait ses petites démos avec l'iPad, il a montré son sketch donc, de Steve Jobs, qui était quand même assez bien réussi. C'est le genre de truc, ça coûte 50 000 € parce que c'est lui qui l'a fait. Ouais, exactement. Mais je pense que oui, je pense que c'est une chose importante pour le web d'ouvrir un petit peu la fenêtre en gros de la technologie sur son impact sur les gens de la technologie, et je pense que c'était une super idée. D'accord. Espérons que ça continue. Le web, l'année prochaine, je te parle comme si tu étais le représentant officiel du web, mais c'est toi qui es un petit peu le plus d'entre nous dans l'équipe du truc. Donc l'année prochaine, est-ce qu'on peut... on a déjà une idée de ce que ça peut donner? Est-ce qu'il va y avoir des changements ou c'est pas du tout Écoute, j'ai demandé à en fait celle qui organise tout, c'est Géraldine, et je lui ai dit c'est quoi les dates, et je sais que les dates c'est sur 3 jours. Voilà, c'est tout ce que je dirais. D'accord. Et ce sera en décembre. Donc réservé. Donc ça ne change pas. Il y aura peut-être de la neige. Parce que ça, c'est ça qui manque cette année, c'est la neige. Non. Alors ça, ok. L'année dernière, on a été complètement bloqué, d'accord. C'était impossible ne serait-ce d'arriver au métro. Et moi, je me rappelle, j'ai dû me trimballer Robert Scoble et Marissa Mayer dans une voiture pour les amener au métro et après les escorter jusqu'à leur hôtel. Et il y avait genre 50 cm de neige. Et Marissa, elle avait ses petites chaussures. Et c'était pas drôle du tout. Oui, je m'en souviens, on en avait parlé. Donc pas de neige, merci Corben. Marissa Mayer, d'ailleurs, qui a fait une interview avec MJ Siegler tout à l'heure. J'ai été assez surpris de voir à quel point elle a un truc bizarre, cette femme. Elle a un regard troublant. Elle a une sorte de charisme. Elle louche, c'est ça que tu veux dire? Non, elle louche pas. Ah bon, je sais pas, tu dis un regard troublant. Non, mais elle a un regard hyper perçant, quoi. Et mais elle est super smart. Elle est mais super intelligente. Elle est super intelligente. Elle est passée un moment à côté. J'étais. C'est aussi son statut qui est. Elle est très sympa. Des grandes têtes de Google. Elle est très sympa. Elle est super intelligente et tu peux parler vraiment de choses. Elle est vraiment. C'est un peu un puits de science et je passe pas beaucoup de temps avec elle, mais j'apprécie toujours les quelques moments qu'on a. D'accord. C'est dommage. C'est dommage quoi? C'est dommage quoi? Tu passes pas beaucoup de temps avec elle? Qu'est-ce que tu veux dire là? Je crois que Corben a des vues sur Marissa Mayer. Marissa est quand même très jolie aussi, il faut le dire. Parce que tu dis qu'elle louche et tout, mais elle est quand même très sympa, elle est très jolie. C'est pour ça que je dis c'est dommage. Non, pas du tout. Elle est charmante, moi je le dis, elle est charmante. Non, mais si, elle a très beaux yeux. Elle a vraiment un regard perçant quoi. Parce qu'elle est super intelligente. Donc voilà, ça nous a troublé le Patrick. Oui, non mais complètement. Moi ça va, je trouve qu'elle a très beaux yeux. Et là-dessus, nos watcheuses, on se quitte et on se retrouve sur le rendez-vous tech. À très bientôt. Ciao Jeff, merci d'être venu. Donc Jeff a été transformé en quelqu'un de beaucoup plus beau. Et avec beaucoup moins d'argent. Donc n'investissez pas en France, venez pas. On va parler start-up, parce que le web c'est quand même beaucoup start-up. C'est très concentré sur les start-up.
Et Corben en a rencontré quelques-unes. Oui, et même Corben, c'est ce que tu disais hier, tu disais le seul truc intéressant à le web, non, un des trucs les plus intéressants, c'est vrai que c'est les startups, mais là je te rejoins. Nous c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps, parce qu'on est que deux, on n'a pas eu le temps de vraiment voir ce qui se passait, et que les startups sont le tissu vital de l'entrepreneuriat web français. Donc est-ce que le tissu est bien vivant, comment va-t-il? Ouais, bah il va bien, ouais. Alors c'est beaucoup ici à la web, c'est pas mal de startups quand même qui démarrent, c'est-à-dire qu'ils sont pas encore rentables, etc. Il y en a quelques-unes, mais voilà. Et en général, ils sont là aussi pour il y a un concours de startups et tout. Il y a un concours de startups, pour mettre les startups et les investisseurs ensemble. C'est ça, il y a un concours de startups pas rentables en fait. Ouais, la moins rentable des startups. J'ai pas encore été voir les startups. Bon, enfin, pour le concours en tout cas, c'est des startups qui sont spécialisées dans le mobile, les applications locales, mobiles, etc. qui sont sur le thème de le web. Ouais. Moi, j'en ai rencontré pas mal là ce matin. Est-ce que, peut-être pour orienter un peu tes réponses, est-ce que tu sens des grandes tendances dans le développement, bon, à part le Solomo, effectivement, qui était vraiment le thème de le web, mais est-ce que même en termes de ce qu'ils utilisent pour développer, les méthodes de travail, est-ce qu'il y a beaucoup de copycat aussi? Est-ce que tu penses qu'il y en a, c'est trop sur le même modèle, pas assez d'innovation? Voilà, déjà au niveau global. Il y a un peu de tout en fait. Il y a des trucs qui sont un peu copycat parce que c'est un énième réseau social, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment réseaux sociaux, etc. Voilà, ils ont tous un petit peu leurs réseaux sociaux, mais après, après il y a des trucs vraiment innovants, des services intéressants. Il n'y a pas vraiment de... c'est réparti, il y a un peu de tout, voilà quoi. Et alors, qu'est-ce que tu as vu de vraiment intéressant? Est-ce que tu peux nous parler de quelques startups Bon, j'ai vu Evernote, qu'on ne présente plus, qui n'est pas une startup française, mais qui est même plus une startup, qui à est ce une niveau. startup. Evernote, ils sont lancés. Non, mais par contre, j'ai l'impression que j'ai sorti mes cartes de visite. Evernote, ils font beaucoup de choses. Enfin, il y a les startups, maintenant c'est devenu, on développe pour Evernote aussi. Evernote, voilà. ils ont sorti des nouvelles applications, etc. aussi. Non, j'ai vu pas mal de boîtes. J'ai rencontré plusieurs mecs qui avaient des boîtes où ils créent des applications mobiles, mais pas from scratch. C'est-à-dire qu'en fait, ils développent un espèce de système qui permet à des entreprises, selon différents thèmes, etc., de créer facilement leur application mobile, par exemple pour des événements ou pour des tas de choses. Et ils sont plusieurs à faire ça en fait. C'est un truc que je vois qui ressort un peu. Il y a Gumeo, il y a comment il s'appelle Duo Apps qui fait ça. Il y en a pas mal. Ah mais non, il faut pas montrer les numéros de téléphone. Tu me les fileras parce qu'il va falloir que j'ai les logos. Ouais, on les trouvera sur internet. J'ai rencontré une startup qui s'appelle Neio, alors NE2IO, qui a fait un produit absolument sympa qui permet en fait de faire du tri dans tous ses contacts. Donc ça se connecte à tous les réseaux sociaux, Gmail, Facebook, etc. Et en fonction des listes, en fait, ça crée des espèces de groupes un peu comme sur Facebook, des listes un peu comme sur Facebook, mais de manière automatique. En fait, ça fait le tri dans tout. Ils sont très sympas. J'ai rencontré des Marocains qui font un service à destination plus des blogueurs pour un peu faire un peu de la curation, enfin centraliser un peu tout ce qui est lien, etc. J'ai rencontré une artiste aussi. Media Heroes. Ouais, Media Heroes, ça c'est les Marocains. J'ai rencontré une artiste qui s'appelle Samantha, qui est tout à fait charmante. Ouais. Samantha Villeneuve, qui est en France et qui en fait s'amuse à faire rencontrer des artistes un peu américains, français, etc. en faisant des bulles sur Google+, en fait. Donc c'est pas une start-up, mais bon, c'était très sympa. Ah, mais oui, je crois voir qui c'est sur Google+, oui. Voilà, il y a LowQuest aussi. Alors LowQuest, c'est une start-up française qui en fait propose un service, bon c'est un énième réseau social, on va dire, c'est un Yahoo Answers en fait, les gens posent des questions, mais c'est au niveau local, c'est-à-dire genre c'est quoi le meilleur magasin de chaussures du coin, à quelle heure passe le bus, machin, enfin voilà, c'est vraiment un Yahoo Answers mais local. Quel était le meilleur petit four à le web? Voilà, ce genre de choses. Toi qui les as tous testés, Corben, une réponse le meilleur petit four à le web, c'est ce petit moelleux au chocolat là qui est absolument divin. C'est pas mal. J'ai rencontré un mec qui s'occupe d'un truc qui s'appelle Twanks. Alors Twanks en fait c'est une contraction de Twitter et thanks, merci. Et en fait le mec... Twitter et quoi? Et thanks. Je speak pas l'anglais comme toi Patrick, je suis désolé, j'ai un accent indien absolument horrible. Je comprends pas. T'as un accent auvergnat. Ouais, j'ai accent bougnat. Et en fait lui, sa boîte, alors après me parlez pas de business model, j'en ai aucune idée, je sais pas comment ils vont vendre leur truc, mais sa boîte lui c'est en gros il agrège tous les merci. En fait le deal c'est que tous les merci qui tombent sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et même discutent dans les commentaires de blog, etc. Il les agrège et après tu peux voir en fait qui sont les gens qui te suivent, qui te disent le plus merci, à qui t'as dit merci. T'as
voilà, je sais pas quel sera son business model, mais je trouve ça très très bien. Non, mais en fait, l'idée, c'est après, c'est de faire une espèce de note. En fait, c'est comme un classement, comme un peu Clout, mais c'est comme ça après. Un clout du merci. Tu vois qui t'a dit merci, tu vois qui s'est investi avec toi, qui te supporte, qui t'aide, et en fonction de ça, tu peux vraiment voir, faire émerger des gens intéressants. Bon, ça c'était pareil, mes amis tunisiens. Medjet aussi, très sympa. Medjet, c'est un Français qui est basé dans le sud et qui propose en fait qui permet à tous ceux qui veulent faire des mailing lists, lui en fait il propose toute l'infrastructure, c'est-à-dire SMTP, etc. Et on peut envoyer des milliards de mails en passant par chez lui sans être blacklisté par les spams, etc. Parce que bon, il a tout ce qu'il faut pour pas être bloqué. Son service est gratuit sur une certaine limite, donc si vous avez des petites newsletters à faire, c'est assez sympa, ça s'appelle Medjet. Et pour finir rapidement, j'ai rencontré, c'est des amis en fait, mais ils ont une boîte qui s'appelle Textmaster. D'ailleurs, ils font un super concours qu'ils ont appelé Million Credit Baby, comme Million Dollar Baby. Qui en fait c'est des rédacteurs en fait freelance en gros. Voilà, on achète des crédits, on peut commander un texte sur n'importe quel sujet pour 2000 crédits, etc. au nombre de mots, enfin voilà. Et pour faire du contenu pour des sites ou voilà, des journaux, des trucs un peu comme ça, ils ont toute une ferme de rédacteurs qui fait que ça, et ça marche bien pour eux. C'est sympa. Du rédacteur nourri au bon grain. Il y a différents niveaux en fait. En fait, plus tu payes cher et plus tu as des mecs très très pros. D'accord. Sinon, c'est pour des petits trucs, tu as des rédacteurs qui sont bons. J'ai fait à peu près le tour. C'est une start-up, ça, La Poste. J'ai jamais entendu parler. La Poste, ouais, mais bon. Ils décident d'envoyer des emails par papier, c'est ça? La Poste, ça, avec des timbres. La Poste font plein de trucs, La Poste. Mais je sais bien, on se moque, mais La Poste la Poste avance. À peu près le tour. Après, peut-être hier, j'avais rencontré d'autres gens, mais en grosso modo, j'ai pas eu le temps de faire Google, beaucoup. C'est qui, ça Google, c'est une petite start-up qui démarre spécialisée dans la recherche. J'y crois pas, ça marchera jamais. Non, parce qu'il y a déjà Yahoo, quoi. C'est impossible à détrôner. Mais non, il y a Alta Vista. Il y a Alta Vista, il y a Lycos aussi. C'est un peu mort pour eux. Voilà, après, j'ai vu aussi pas mal de systèmes comme Buzzcard où en fait, en gros, le mec propose carrément des cartes de visite où il y a juste un QR code dessus et les gens scannent. Et après, il y a tout ce qui est application, c'est-à-dire que la Buzzcard, à la limite, elle est même plus physique, elle est sur le téléphone et on se flash, on se prend en photo les téléphones, etc. Et ça rentre direct dans les contacts, ce genre de choses, quoi. Voilà pour le petit tour. Et globalement sur l'ambiance, tu sens que toi qui est aussi dans ces milieux-là, les gens sont motivés, c'est la crise, tout le monde est déprimé. Comment ça se passe? Les gens sont motivés on vient de dire qu'en fait il y a plein d'opportunités et que c'est bon, on y va. Si tu nous dis que l'ambiance est pourrie, on va être déçu, quoi. Il y a un truc, il y a l'ambiance aussi. Il y a le mec, j'ai rencontré là tout à l'heure un mec qui s'occupe d'un site qui s'appelle Kuiper. C'est un agrégateur, enfin c'est un truc pour faire un peu de curation, etc. Qui m'a abordé assez vivement, pas violent parce qu'il est un peu comme ça, il est très expansif. Oh Corben, salut. Ouais, mais en gros, il reprochait un peu aux gens qui ont des blogs, qui ont des sites, etc. de pas assez parler des entreprises françaises, de pas assez mettre en avant des fonctionnalités, parce que lui, il est dégoûté de voir que lui ou même d'autres inventent des choses super tech, super à la pointe, qui ont de l'avance, etc. Que presque personne n'en parle, que ça marche pas forcément tout de suite très bien, et que du jour au lendemain, Google ou une grosse boîte ou une start-up américaine lance le truc, ça buzz à mort, et nous en France on reprend les news des États-Unis, on en reparle, et du coup lui le truc il l'a pondu il y a 4-5 ans, tu vois, et ça l'écœure un peu de voir que toute la force en France qu'on a, même nous en tant que relais, on la met pas forcément en avant. Alors on a discuté longtemps, mais je vais expliquer grosso modo qu'il y avait 3 facteurs en fait pour qu'un truc marche vraiment. C'est déjà la qualité du site, quoi. C'est aussi comment il se bougeait au niveau de la com, qui est vachement important, quoi. Faut que les mecs se déchirent aussi, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Voilà. Et il y a aussi un grand facteur. C'est sûr que quand t'es Google, forcément tout le monde va faire attention à ce que tu fais. Donc... ça. Et quand tu pars de zéro, il y a aussi un grand facteur qui. Bon. C'était pas grave, c'était gratuit. Ouais, donc quand tu es Google et que tu démarres de zéro, il y a quand tu es une startup et que tu démarres de zéro, le facteur qui est primordial, et c'est absolument dégueulasse, mais c'est qu'il faut connaître du monde en fait. C'est ça, si tu connais pas tel blogueur, tel journaliste ou tel mec dans la jet set,
En gros, un des jet set du web, pour percer, c'est super chaud, quoi. Mais c'est con, mais c'est ça, quoi. Vous avez remarqué comme Corben s'est inclus dans la jet set tout à coup. Non, je me suis pas inclus dans la jet set, justement, j'en parle détaché. Quand même, il y a un truc, nous qui sommes fans de tech. Et je le dis, parfois on entend tel truc, génial, ouais, c'est une boîte française. Il m'est arrivé d'autres fois, tu dis, c'est une boîte française, peut-être que tu vas avoir un mouvement de recul. Par contre, j'aurais presque. C'est un peu comme les films français, en fait. Il y a un peu l'effet film français. Il y a un a priori. Dommage. Et j'aurais tendance à conseiller à une start-up française, et il y en a plein en fait. On s'aperçoit que c'est des Français derrière, ou c'est un mix machin de. À la limite, soit ils le mettent carrément en avant, ils affichent leur Frenchitude et ça devient un argument, soit finalement quelle importance, parce qu'aujourd'hui dans le marché des apps et tout ça, de toute façon tu lances pas une app sans être bilingue, tu vas pas lancer juste une app en français. Quelle importance. Voilà. C'est vrai que lui, la personne en question parlait d'un problème spécifique qui était le fait que les blogueurs et les sites français ne relaient pas les informations des boîtes françaises. Donc le fait de mettre en avant qu'on est français, c'est un petit peu plus compliqué quand tu es en France. Après, il y a certains, ou soit business model, soit certaines apps qui sont spécifiques à la France aussi. Donc là, tu le mets en avant. Ou alors, c'est la French Touch que tu veux vendre à l'étranger. Mais après, sinon, autant se lancer comme un truc. Regarde, prenez exemple sur les groupes de rock, enfin de musique. Il y a plein de groupes français, Phoenix, etc., Daft Punk, qui anglais. Voilà, ils affichent pas du tout qu'ils sont français. Bon, on appelle ça la French Touch, mais voilà, pour eux, finalement, quelle importance aujourd'hui Non, mais ce qu'il disait, c'est qu'effectivement, on est en France, on a des bonnes idées, et même si les Français n'en parlent pas, comment, tu vois, c'est un problème. Mais d'un autre côté, par rapport à la Frenchitude, qui est un terme intéressant. Moi, si je prends mon exemple à moi, qui navigue un petit peu dans la sphère des podcasts anglophones. Les eaux troubles de la mafia, c'est ça que tu veux dire, oui. Voilà, des podcasts anglophones. Finalement, j'en joue un petit peu aussi. Tu vois, je suis le français qui parfois je sors mon accent français un petit peu idiot, machin. Mais c'est vrai que ça te donne une identité. Donc peut-être que si on en joue avec suffisamment d'habileté, ça peut aussi être une force. C'est pas forcément un frein à se lancer. Ça peut. Il y avait d'ailleurs une vidéo qui a été faite. Il y a un truc qui s'appelle Good Marmite, je crois. Ils ont gagné l'année dernière au concours de start-up. Je sais plus si c'est Good Marmite ou un truc comme ça. Ouais. Et ils jouent vachement là-dessus en français, mais ils parlent le site en anglais, etc. Mais où les gens font des petits plats, etc. Il y avait un jeune homme qui a fait une vidéo, une start-up pour le concours de Super Marmite. Super Marmite. Ouais, je cherchais le nom. Ouais. Mais c'est le type, la vidéo qu'on a vue, je sais pas si vous l'avez vue dans la. Je sais plus de quelle start-up il s'agissait, mais donc il devait, j'imagine, soumettre des vidéos pour se faire sponsoriser pour aller à le web, et il a joué magnifiquement de l'aspect français. C'est un type qui est, je crois, à Londres. En tout cas, il a un accent plutôt anglais, mais c'est un Français en fait qui parle très très bien anglais. Mais du coup, il a joué avec l'accent français, le truc Frenchy et les stéréotypes français. C'était hilarant. Et du coup, il est vachement sorti du lot. Donc ça peut aussi être une force. Tu sors du lot aux États-Unis, mais en France, tu sors. Non, c'est sûr, mais ça peut aider, quoi. Alors, par exemple, Neyo, là, tu vois, il me disait qu'ils avaient eu des articles sur TechCrunch, Lifehacker, enfin tous les sites américains, même partout dans le monde, en fait, même dans des pays genre la Birmanie ou je sais pas quoi. Sauf la France. Ils n'en ont pas eu en France. Et c'est une boîte française qui est à Montpellier, quoi. Donc, tu crois que les blogueurs, vous avez quand même peut-être quelque chose à faire de ce côté-là? Je pense, ouais. Plus ouvert. Moi, le truc, c'est que moi, je marche au coup de cœur. Donc, des fois, il y a des startups dont je parle, des Français, etc. Parce que j'ai bien accroché, je les ai rencontrés, tout ça, donc c'est sympa. Après, c'est pas le cœur de mon site, c'est pas mes sujets préférés, etc. Mais c'est vrai que des mecs comme Eric Dupin, Presse Citron ou même TechCrunch France. Il est là aujourd'hui d'ailleurs? Ouais, il traîne près des petits fours là-bas. D'accord. C'est pas bien de dénoncer ses petits camarades. J'irai le rejoindre après. Et voilà, et ces mecs-là qui parlent quand même pas mal de start-up, mais pas que, mais bon, ça manque un peu, ouais, effectivement. Il y avait TechCrunch qui le faisait un peu. Ouais, mais TechCrunch est plus TechCrunch France. TechCrunch France faisait un peu, mais bon, ça. Mais il y a peut-être un truc à faire. Si vous êtes, tiens, par exemple, vous, fidèles auditeurs, poditeurs et visionneurs,
si vous êtes un petit peu intéressé par ce milieu et que vous voulez lancer une sorte de centre nerveux de la start-up et de la technologie française en France, il y a une place à prendre, visiblement. Donc pourquoi pas devenir... French Web le fait aussi un peu, enfin tout le monde le fait un petit peu, mais oui, un petit peu, mais concentré sur ce marché vraiment, parce que TechCrunch finalement c'est les startups, c'est hyper spécifique quoi. Mashable a commencé comme ça aussi, c'était social mais vraiment startup, et TechCrunch n'a commencé que comme ça. Donc il y a quelque chose à faire. Et nous on devrait peut-être lancer application chargée. L'application, le podcast. Upload en français. Oui, application chargée. Donc voilà, le podcast sur les applications. Franco. Okay, il nous reste 4 minutes. Oui, alors j'aimerais conclure et juste dire. Alors donc là, on a fait les 2 journées du web. Je sais pas si on aura une troisième parce que toi, Patrick, tu vas pas être là demain. Moi, je suis pas là. Toi, Corben, tu seras là. Le matin seulement. Ouais, je sais pas si on aura une troisième. Donc, on va faire la conclusion du web. Vous dire aussi quand même qu'il y a d'autres modules que vous allez retrouver sur NoWatch, dont ce qu'on a tourné ce matin. Alors, je sais pas si ça sera dispo en début de semaine ou en fin de cette semaine, mais sur le Surface 2 et sur le miroir Kinect. Alors, j'en dis pas plus. Et puis, il y aura également un spécial Zapcast où on va recevoir quelques podcasteurs qui traînent ici. On vous en dit pas plus, mais ça, vous retrouverez tout ça sur NoWatch. Et alors, on va donner les conclusions du web. Messieurs, les webs cette année, grand cru. Ouais, très grand cru. Ça s'améliore d'année en année, quoi. Il y a toujours des râleurs, il y a toujours des bugs aussi, il y a toujours plein de trucs, mais franchement, c'est énorme, quoi. C'est un truc vraiment génial. Parfait. Enfin, moi, j'aime bien. Personnellement, je m'y suis. C'était beaucoup plus amusant et intéressant que je m'y attendais. Généralement, on est un petit peu blasé, quoi. On va dans ce genre de conférence, on est un petit peu, ouais, bon, j'y vais pour le principe, je vais voir ce qui se passe, mais parfois, on est un peu blasé. Et en fait, j'ai été très agréablement surpris. Je dis pas que moi, j'étais forcément hyper blasé, mais on a l'impression de déjà savoir ce qu'on va y trouver. Et en fait, j'ai été agréablement surpris par la qualité des intervenants, la qualité de la conférence et l'énergie qu'on y a trouvée. Je pense qu'on vous en a fait passer un petit peu à travers ces émissions. Donc voilà, très très bonne surprise. J'ai hâte de voir ce que ça donnera l'année prochaine. Comme je le disais tout à l'heure, un cocorico doublé d'un grand félicitations à Loïc et surtout à Géraldine Lemeur qui organise tout ça. Et toi donc, pour conclure? Bah écoute, moi c'était mon premier Hello Web. C'est vrai que c'est ce que je disais hier. Bah ouais, je suis plus puceau du web. Plus du web, c'est bien. J'ai ressenti une grande énergie. Bon, t'as ressenti une grande énergie, d'accord. On ne dira pas où. Non, honnêtement, ça fait du bien. C'est vrai que on peut le dire, dans une époque où les choses vont plutôt mal. Enfin, les nouvelles sont pas bonnes, machin et tout. Ouais. Là, on a senti du positivisme, mais pas forcé. Hein, c'était pas de la méthode Coué. Il y a des gens qui se donnent. C'était plutôt positif. Ce que j'aime bien aussi, c'est que toute l'année, on est devant nos ordi, on taffe comme des malades et tout, et avoir un endroit où on peut se retrouver tous ensemble, professionnels du web. C'est vraiment extraordinaire. C'était vraiment super sympa. C'est la récréation, quoi. Et tu vois de voir Corben en vrai, c'est toujours un moment émouvant. Voilà, je te signe un autographe, pas de soucis. Bah écoute, il n'y a pas de problème. Je te donnerai ma carte de visite. J'ai l'impression que t'en manques. Voilà. Bon, bah en tout cas, merci Corben. Merci à vous. Merci Patrick. Merci Jérôme. On espère, on sera là, hein, Web 12. Bah oui, il n'y a pas de souci. De toute façon, on sera là jusqu'au bout. Absolument. Et merci de nous avoir regardés. Et puis, ciao tout le monde. Ciao.